Et si on devenait artiste, qu'on se mettait à danser, à chanter, à rire sans jamais s'arrêter? Si on découvrait le monde? Et si je me redécouvrais? La suite du 15h et on se demande si le mouvement des gardiens de prison va se poursuivre. Deuxième jour de colère du personnel pénitentiaire alors qu'on a appris une nouvelle agression ce midi et que Nicole Belloubet s'est rendue tout à l'heure à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Nord-Pas-de-Calais. On la voit ici, la garde des Sceaux. On fait un point avec Wilfried Fonck. Bonjour. Bonjour Magali. Secrétaire national UFAP-UNSA Justice. Tiffaine Pioget est également avec nous. Bonjour Tiffaine. Bonjour Magali. La visite de la garde des Sceaux donc à Vendin, c'est de là où est partie la colère avec cette agression de 3 surveillants jeudi soir. La garde des Sceaux s'est engagée sur 10 points, dont plus de sécurité pour les surveillants. Du point de vue de la sécurité, les personnels qui sont au contact de ce type de détenus soient équipés de la manière qui est la plus performante possible. Et donc des équipements personnels individuels leur seront acquis. Pardon. Oui. Ils ont fait une liste et donc nous sommes... Tout à fait. Une liste nous a été remise et je me suis engagée à ce qu'il y ait ces équipements soient acquis dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent chacun bénéficier de cet équipement. Alors les syndicats sur place ont-ils été convaincus? On va rejoindre Marie Fortunato donc à Vendin-le-Vieil. Bonjour Marie. Visiblement, ces syndicats sont en train de réfléchir. Oui, absolument. Ils sont en assemblée générale depuis quelques minutes après le départ de la ministre de la Justice. Elle est partie vers 14h après avoir passé 5 heures à l'intérieur de la prison de Vendin-le-Vieil. Donc à sa sortie, vous l'avez dit, 10 mesures dont les syndicats discutent en ce moment même en assemblée générale. À la sortie, Nicole Belloubet a évoqué ces points avec des surveillants. Elle les leur a expliqués. Elle espère qu'ils vont répondre à la demande des grévistes, des syndicats, des gardiens qui espèrent plus de moyens, plus d'effectifs, plus de sécurité, parce que c'est ici, dans cette prison de Vendin-le-Vieil, que jeudi dernier, 4 surveillants ont été agressés par un détenu. Et c'était d'ailleurs la raison de la visite de Nicole Belloubet aujourd'hui. La ministre de la Justice a affirmé revenir à la prison de Vendin-le-Vieil le 16 mars. Merci beaucoup Marie. Wilfried Fonck, vous avez également écouté et entendu Nicole Belloubet. Est-ce que ces engagements sur 10 points, encore une fois, ont été à la hauteur selon vous? Pour le moment, en fait, ce que la ministre de la Justice a pu effectivement transmettre comme message, en tout cas au personnel de Vendin-le-Vieil, concerne exclusivement la structure de Vendin. C'est-à-dire que ce sont des revendications locales. Pour mémoire, l'établissement a été ouvert en 2015. Voilà, ça fait à peine 3 ans. Et effectivement, depuis 3 ans, on a constaté quand même pas mal de dysfonctionnements. Et là, en l'espèce, les revendications locales concernaient une tentative de résorber Mais ces 10 propositions de la ministre, en tout cas ces engagements-là, peuvent répondre à ces dysfonctionnements qui concernent cette prison. Je pense qu'en tout cas, si les engagements sont respectés, bien entendu, puisqu'il y a toujours ce fameux adage qui dit que les promesses n'engagent que celui qui les croit. Mais effectivement, si ces engagements sont respectés, ça peut effectivement contribuer à un meilleur fonctionnement, en tout cas, de la structure. Prise de parole un peu plus nationale de la part du Premier ministre, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, interpellé par l'opposition tout à l'heure, Édouard Philippe. Nous mesurons parfaitement le poids des responsabilités qui sont sur leurs épaules. Dans les prisons, dans les rues, dans les transports en commun, partout en France, des policiers, des personnels pénitentiaires, des gendarmes, des pompiers parfois, parce qu'ils portent l'uniforme, parce qu'ils incarnent, au sens le plus littéral du mot, parce qu'ils incarnent l'État, peuvent être menacés ou pris pour cible. Nous ne l'accepterons jamais, ni vous, ni nous, car ça n'est pas acceptable. Et on va rester à l'Assemblée nationale, rejoindre Frédéric Delpech. Qu'a pensé l'opposition de cette intervention du Premier ministre? Eh bien, on va le savoir puisque vous êtes, Frédéric, en compagnie de Philippe Gosselin.
aussi a indiqué « Nous payons le prix du sous-investissement dans les prisons pendant des années ». Il visait la gauche, mais aussi la droite, qui a été au pouvoir il y a un peu plus de 5 ans. Est-ce qu'il a raison de faire ce diagnostic ? Écoutez, moi je veux bien que le Premier ministre soit en même temps et en même temps. On rappellera simplement qu'entre 2007 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu un plan prison et d'investissement ambitieux qui avait été voté, qui avait commencé à se mettre sur pied, mais qui a été stoppé net par François Hollande et notamment Christiane Taubira. Et le sujet, effectivement, est toujours bien présent. En réalité, le pénitentiaire en France est en friche. On n'a pas assez construit de places de prison, pas simplement parce que le nombre de prisonniers a augmenté, mais parce que les conditions carcérales sont en France déplorables et qu'il est évidemment extrêmement difficile de pouvoir avoir de la sérénité. C'est vrai pour les prisonniers, même si ce ne sont pas des enfants de cœur, comme pour les gardiens, lorsqu'il y a des matelas au sol, lorsqu'il y a une surpopulation qui fait que les conditions en réalité sont indignes et ingérables. Et puis je pense qu'il n'y a pas eu non plus en personnel un certain nombre de recrutements et qu'on n'a pas suffisamment pris en compte depuis 2015 des éléments nouveaux liés au terrorisme, à la radicalisation d'un certain nombre de détenus qui devraient amener à des méthodes différentes, à des regroupements, à des précautions et tout cela n'a pas été totalement oublié, je ne vais pas être de mauvaise foi, mais on n'en a pas tiré toutes les logiques et effectivement aujourd'hui il y a du retard et on paye les pots cassés. Justement, un de vos collègues à l'Assemblée ici disait tout à l'heure être allé à la prison de Fresnes hier et avoir vu des détenus radicalisés mélangés avec d'autres détenus. Est-ce que c'est une réalité dans les prisons françaises ? Écoutez, je ne cherche pas à généraliser le propos, mais il semble bien que ce soit malheureusement le cas, peut-être de façon exceptionnelle, mais dans ce domaine, l'exception est toujours de trop. Et aujourd'hui, on a quelques centaines, mais c'est plusieurs centaines, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup, quelques centaines de détenus radicalisés ou qui nécessitent une surveillance particulière et en réalité, on n'a pas nécessairement les moyens de le faire, d'où une pression très forte sur les agents, sur les gardiens qui vivent sur le qui-vive, à qui on demande énormément de choses, avec tous les dérapages que cela peut entraîner. Donc je crois qu'il est réellement urgent que le gouvernement prenne la mesure de toutes ces difficultés et puisse avoir un plan ambitieux. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple, à la commission des lois, de façon transcourant. On essaie de faire des propositions pour modifier cette perception des prisons, pour modifier leur fonctionnement et avoir beaucoup plus d'efficacité qu'on en a aujourd'hui et aussi de sécurité pour celles et ceux qui assurent le fonctionnement de ces prisons. C'est évidemment un point essentiel. Merci Philippe Gosselin avec nous depuis l'Assemblée nationale. Merci. Frédéric Wilfried Fonck, vous êtes d'accord avec ce constat de Philippe Gosselin, il n'y a pas assez de place en prison, c'est là où réside le principal problème. Non, on a un très grand principe du FAP UNSA Justice qui est d'être un syndicat apolitique et apolitique radical. C'est-à-dire que concrètement, on n'est pas là pour se faire récupérer par les uns ou par les autres. Alors, votre constat à vous ? Nous, notre constat, c'est qu'effectivement, en termes de moyens humains, en tout cas concernant les personnels, on est aujourd'hui au bas mot à moins de 1500 personnels. C'est-à-dire que pour avoir des organigrammes qui aujourd'hui soient complets, il nous faut à minima 2500 personnes. Voilà. En plus sur tout le territoire. En plus sur tout le territoire. Au-delà de ça, effectivement, il y a cette problématique de surpopulation carcérale qui dure depuis une éternité, depuis toujours finalement, depuis que la pénitentiaire est pénitentiaire. Alors voilà, il y a eu des programmes de construction d'établissements qui ont été votés soit à droite, soit à gauche, qu'importe. Aujourd'hui, le président Macron, enfin en tout cas hier dans ses annonces, nous parlait de 15 000 places. Donc effectivement, il reprend ce que Jean-Jacques Urvoas avait engagé quand il était ministre de la Justice. Maintenant, on attend aussi les moyens matériels qui vont avec. Et puis aussi et surtout la question de savoir si ces nouvelles places vont entraîner ou non la fermeture d'autres structures. Voilà, c'est surtout ça. Donc plein d'interrogations, plein d'attentes et de revendications. On va refaire un point sur votre mobilisation. D'abord, une mise au point là aussi sur ce que disait Philippe Gosselin-Tiphaine, sur cette radicalisation. On a tous l'impression d'un tâtonnement. C'est une question qui revient sur le devant de la scène depuis de nombreux mois, des années. Et Philippe Gosselin le dit, on n'a pas assez pris en compte ce problème-là.
Oui, jusque-là, on avait les unités de prévention de la radicalisation qui ont été arrêtées. Puis aujourd'hui, ont été mis en place les quais, les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Ils existent dans 3 prisons, à Fresnes, à Osny ainsi qu'à Fleury-Mérogis. Mais voilà comment ça se passe. Pour une durée de 7 semaines, les détenus passent dans ces quartiers. Il y a une vingtaine de places. Et pendant cette semaine, ils vont être évalués. On va voir si ce sont des individus dangereux ou pas. Mais pour évaluer tout ça, évidemment, il faut du personnel. Et ensuite, il faut du personnel pour surveiller ces personnes. Alors, y a-t-il assez de surveillants pénitentiaires? Y a-t-il assez d'agents du renseignement pénitentiaire? C'est là toute la question. Alors là, vous allez nous répondre non, on a bien compris. Et là, de ce que disait aussi Philippe Gosselin, il y a les radicalisés, les détenus radicalisés qui sont mélangés avec d'autres délinquants de droit commun, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans la même cellule? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il faut faire vraiment une distinction, dans un premier temps, entre les terroristes islamistes et les détenus non terroristes dits radicalisés. Parce donc que dans c'est les chiffres, c'est à peu près... Voilà. On est à 505 détenus pour du terrorisme islamiste. Et ensuite, on est à 1150 détenus qui sont donc prisonniers pour du droit commun, des vols, des violences, mais par contre qui sont suspectés d'être radicalisés en prison, ce qui prouve quand même qu'il y a une radicalisation, un processus vraiment qui peut se faire dans la prison. Alors nous, à notre niveau, on est plutôt sur du 2000 non-terroristes radicalisés. Voilà. Ça, c'est vos chiffres plus officieux, en tout cas. Plus officieux, parce que quand on compte aussi, il faut aussi prendre la marge d'individus qui passent sous les radars, de toute façon. Toujours. Et donc, pour vous, c'est donc, vous le dites, quand on dit mélanger, c'est pas un très beau terme, mais ils sont tous dans la même. Vous avez même aujourd'hui. Vous prenez par exemple je vais vous donner un exemple pratique. Vous allez aujourd'hui au centre pénitentiaire de Fresnes. Vous avez sur une division des détenus terroristes qui côtoient sur les cours de promenade des individus appartenant à la mafia des pays des Balkans. Et l'administration pénitentiaire, lorsqu'on la sollicite sur ce sujet, nous répond « Mais ne vous inquiétez pas, ils ont une divergence d'objectifs. » D'accord, divergence d'objectifs, ok, mais divergence d'intérêts, certainement pas. Et vous, ça vous inquiète forcément? Nous, ça nous inquiète parce que effectivement, derrière, il y a toujours entre guillemets le business is business, c'est-à-dire que quelqu'un va avoir besoin de quelque chose et il y a toujours un intérêt à partager. Donc il faut, pour vous, créer des structures spécifiques, mais très encadrées. L'une des revendications de l'UFAP-UNSA Justice, c'est effectivement de créer des structures adaptées pour pouvoir accueillir, dans un premier temps au moins, les détenus terroristes islamistes. Et de ces structures, pouvoir effectivement assurer avant toute chose la sécurité des personnels. C'est là la priorité. Donc assurer comment? Donc plus de personnel, d'accord, plus de moyens. On l'a entendu, Nicole Belloubet tout à l'heure. Vous avez dit que c'était des annonces très locales. Mais encore une fois, sa proposition de davantage sécuriser le personnel, mieux équiper. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion à mener sur les équipements. Un exemple, lorsque vous devez intervenir lors d'une bagarre, on utilise des boucliers. Seulement, ces boucliers, de par leur forme, ne sont pas adaptés au milieu carcéral. C'est-à-dire qu'on intervient avec les mêmes boucliers que les forces de l'ordre. Alors que si on avait, par exemple, des boucliers qui avaient une forme concave, ce serait beaucoup plus pratique pour intervenir et beaucoup moins dangereux à la fois pour les personnels, mais aussi pour le détenu. Donc ça, vous êtes entendu, vous pensez? Mais après, c'est sur des détails. On verra dans le cadre des négociations qui vont s'ouvrir à un moment donné. Enfin, en tout cas, d'après ce que dit Madame Belloubet. Maintenant, on verra si effectivement on va aller discuter ou non. Et ça se tient, donc cette grogne, dans un contexte extrêmement particulier. On a parlé de cette agression jeudi à Vendin. Il y a une autre agression hier à Mont-de-Marsan. 7 surveillants agressés. Et puis, ce matin, on a appris qu'une surveillante avait à son tour agressé. Voilà, c'était dans les Bouches-du-Rhône, à Tarascon. Voilà, c'est ça, une surveillante. Donc l'homme qui l'a agressé a un petit peu moins de 30 ans, il a 28 ans. Il revenait de sa promenade et puis il lui a mis un coup de poing dans l'œil. Elle a été hospitalisée. Ce que l'on sait, c'est que lui n'était pas rentré en prison
pour radicalisation ou pour terrorisme, mais il se serait radicalisé au sein de la prison et selon nos informations, il aurait des troubles du comportement. Donc là encore, on est face à un individu qui présente et une radicalisation et des troubles psychologiques comme on en a vu malheureusement ces 2 dernières années. Mais ça fait partie de votre quotidien. C'est ça, c'est-à-dire que la prison aussi, aujourd'hui, est en train de pallier au manque de place dans les hôpitaux psychiatriques. Et on se retrouve effectivement là, dans le cas d'espèce en tout cas, avec une double problématique. C'est-à-dire un individu qui psychologiquement est perturbé et vient s'ajouter dessus une autre problématique d'endoctrinement et où effectivement, eu égard en fait au mouvement aussi des personnels, ça lui a peut-être mis des idées dans la tête et il s'est dit bah tiens moi aussi. D'ailleurs c'est ce qu'il a dit quand il est avant d'agresser la collègue, il a dit je vais me taper une surveillante. Bon bah voilà. Ça c'est fait. C'est le mimétisme médiatique que décrivent les psychiatres. Absolument. Et quid de votre mouvement? Ça continue? Eh bien, le mouvement continue plus que jamais, puisque effectivement sur Vendin, voilà, quelques points de locaux, en tout cas au niveau des revendications, ont été réglés par la ministre. Aujourd'hui, on est toujours dans une démarche beaucoup plus globale et beaucoup plus nationale, et où effectivement la plateforme revendicative menée par l'UFAPUNSA Justice et la CGT pénitentiaire, eh bien le mouvement continue jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Donc que vos revendications soient entendues Absolument. Par le gouvernement? Non seulement entendues, mais aussi satisfaites derrière, parce que on attend effectivement des actes derrière les belles paroles qu'on peut entendre, soit de la ministre, du Premier ministre. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé justement un plan pour les prisons dès fin février. Et oui, là aussi. Oui, enfin, on verra, voilà, parce que là, grosso modo, quand on l'écoutait hier, c'est la déclinaison du projet de loi de finances 2018. Du projet de loi de modernisation de la justice, vous voulez dire? Non, par rapport au budget. C'est-à-dire sur le budget 2018, ce qu'il a annoncé hier, c'est exactement ce qu'il y a dans le budget 2018. Donc, on va attendre un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est effectivement... C'est pas très nouveau comme annonce, puisque dès décembre 2017, dès décembre dernier, Nicole Belloubet annonçait déjà, la ministre de la Justice, qu'elle voulait multiplier par 2 les quartiers qui accueillaient des détenus djihadistes. Absolument, ou même encore partir sur un développement du renseignement pénitentiaire qui finalement aujourd'hui n'est plus du renseignement pénitentiaire, puisqu'il y a plus de personnel n'appartenant pas à l'administration pénitentiaire qui prennent des décisions et qui n'ont pas à en prendre puisqu'ils appartiennent pas à notre administration, plus que du personnel pénitentiaire. Donc aujourd'hui c'est aussi là-dessus, cherchons l'erreur, quoi. Donc le mouvement continue et vous êtes déterminé. Merci beaucoup Wilfried Fonck. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci Tiffaine. On va passer à l'économie. Ça vous intéresse, nous sommes au mois de janvier, ça ne vous a pas échappé, les vœux continuent. Que souhaitent les Français pour cette année 2018 ? Eh bien, écoutez, Monsieur Macron, ils veulent plus de pouvoir d'achat selon